Artoise, qui a 23 ans. Elle en parle dans Combini News. Artoise est décidée de se faire ligaturer les trompes. Voilà, écoutez. Se faire ligaturer les trompes, c'est irréversible, mais avoir des enfants aussi. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfants. Alors le but de cette opération, c'est donc à visée contraceptive définitive, donc aussi ce qu'on appelle aussi une stérilisation. Cette opération, on y a accès dès qu'on a 18 ans. On m'a proposé aussi de voir un ou une psychologue, chose que je n'ai pas faite parce que c'est facultatif et que j'en avais pas besoin, selon moi. Et je savais depuis très longtemps que je ne voulais pas d'enfants. Je me suis jamais imaginée mère. Jamais. Quand on est une femme, on a toujours cette peur du retard de règles ou de la contraception qui fonctionne pas, etc. Là, au moins, je suis tranquille. Le pour, c'était que ça allait me libérer, que moi, en fait, je voulais plus avoir à penser à ma contraception et que aussi j'allais pouvoir me libérer de ce poids de la maternité, même d'un point de vue de la pression sociale. Le contre, c'était que c'était une décision qui était du coup définitive, potentiellement que j'allais être confrontée à beaucoup de négations, à beaucoup de moralisation, que ce soit par rapport à ma famille ou par rapport à mon entourage. J'ai aussi beaucoup été effrayée par ce qui s'est passé aux États-Unis et le fait qu'on soit revenu sur le droit à l'avortement. Et je me suis toujours dit, si un jour en France on est confronté à ça, au moins moi j'aurais sauvé ma peau. Aujourd'hui, je me dis que je préférerais toute ma vie regretter de ne pas avoir d'enfant que de regretter d'en avoir. Voilà, toute ma vie, je préférais regretter de ne pas avoir d'enfant que d'en avoir. Et en France, je le rappelle, les jeunes de 18 ans peuvent subir une ligature des trompes et c'est irréversible, stérilisation définitive, sans autre garde-fou qu'un délai de réflexion de 4 mois. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour André. Alors, vous êtes psychologue, vous êtes écrivain, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes spécialisée en psychopathologie et neuropsychologie. Dites-moi, ce témoignage, il s'agit de faire un jugement moral, mais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui va donc sur Combini News, qui va sur les réseaux sociaux en disant voilà, moi j'ai décidé cela, je le fais pour les raisons qu'elle a données. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, il n'y a pas de morale. Et puis moi, je veux pas parler pour des raisons éthiques. Je veux pas parler d'Artois spécifiquement, parce que j'ai pas à parler de quelqu'un que je n'ai pas rencontré. Bien sûr. Je m'interroge plutôt sur l'éthique du journaliste qui met en avant en fait ce type de discours, alors qu'on est déjà dans une période où on sait que 30% des jeunes femmes ne veulent pas d'enfants. Donc, il faudrait qu'en face, il ait l'éthique de mettre aussi le témoignage d'une jeune femme qui est heureuse de se projeter dans la maternité. Ouais. Maintenant, cela dit, le phénomène existe, la chose existe, la preuve. Oui, alors, il y a la loi qui autorise la ligature des trompes à partir de 18 ans. Oui. Et puis, il y a l'éthique. Et quand vous avez un gynécologue qui a une éthique, une femme de 30 ans, 35 ans, qui va chez le gynécologue en lui disant je voudrais une ligature des trompes, le gynécologue, normalement, lui répond madame, je peux vous proposer telle pilule, je peux vous proposer tel stérilet. Ouais. Pour la ligature des trompes, revenez me voir dans 5 ans, 8 ans, parce que vous n'êtes pas à l'abri de tomber très amoureuse d'un homme qui vous demande un enfant ou d'avoir envie d'un enfant, de changer d'avis. Et donc, il ne faut pas passer à l'acte quelque chose d'irréversible. Pour autant, j'entends votre désir d'être protégé d'une grossesse si vous la voyez comme une menace aujourd'hui. Et voilà les contraceptifs qui sont à votre disposition. Ouais. Ça, c'est le gynécologue qui a une éthique. Ouais. Le gynécologue qui n'a pas d'éthique, il passe à l'acte, il fait un acte commercial, c'est dans la loi, il n'est pas dans l'illégalité et il inscrit finalement au compte du psychisme de cette femme ce qui n'est ni plus ni moins qu'une mutilation, puisque si la féminité ne se réduit pas à la maternité, en revanche, la fonction vitale de reproduction est quand même un champ intéressant chez les femmes. Bien sûr. Voilà. Donc oui, c'est légal. Est-ce que c'est éthique? Je crois pas. Et surtout quand même, Marie-Estelle Dupont, moi, en écoutant cela, ça m'a frappé. Elle a 23 ans. Alors, encore une fois, on est tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de discuter du cas d'Artois spécifiquement, vous n'avez pas vu, moi non plus. En revanche, quand même, qu'est-ce qui peut faire qu'une fille de 23 ans dise moi c'est fini, j'en veux pas, c'est irréversible, sans se dire, mais comme vous venez de le dire, il peut y avoir des circonstances où j'aurais envie dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 23 ans, encore une fois, ou de 20 ans, etc., aille voir, passe à l'acte, moi je comprends pas, enfin j'essaye de comprendre mais je n'y arrive pas. Qu'à 23 ans on ne veuille pas d'enfant, ça me semble normal, ça me semble même sain, parce qu'on est à peine fini de construire,
On ne se prend pas forcément encore en charge financièrement, donc pourquoi être dans un projet familial? Moi, à 23 ans, j'avais pas encore envie d'un enfant sur le moment. Non, mais c'est le définitif, Marie-Estelle Dupont. Maintenant, voilà, tout à fait. Ce qui est très préoccupant, c'est que la perception de cette jeune femme, de sa propre pensée, n'inclut aucune dynamique psychique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas penser que son désir, par définition, est mouvement et qu'il peut évoluer, comme il peut, sur ce point, ne pas évoluer. Et peut-être que dans 10 ans, elle ne voudra pas d'enfant et il n'y a aucune raison de la juger pour cela bien sûr. Et de la moraliser, bien entendu. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que dans sa représentation d'elle-même, elle ne peut pas imaginer que quand on est à un endroit, on a une perception des choses et quand on est à un autre endroit de son chemin, on a une autre perception des choses à la faveur de certaines rencontres, à la faveur aussi parfois de certaines prises de conscience. Donc il y a plein d'hypothèses. Chez les jeunes femmes qui ont ce discours entre 18 et 25 ans, il y a plusieurs pistes à explorer. La première piste, qui s'est avérée juste d'ailleurs avec une de mes patientes récemment, c'est mais qu'est-ce que vous avez vécu en tant qu'enfant? Qu'est-ce que vos parents vous ont renvoyé de l'enfance pour qu'à ce point vous vous représentiez un enfant comme un effroyable boulet. Ouais. Parce que vous avez eu plusieurs cas de ce genre, j'imagine, chez vos patients ou chez vos. Alors moi, j'ai eu tous les cas. J'ai eu le cas de la femme qui s'acharne à essayer de tomber enceinte jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait, elle est dans un désir conformiste, mais qu'au fond d'elle, dans son inconscient, elle n'a plus envie ou pas envie d'être mère. Et quand elle peut l'assumer et se débarrasser des projections sociétales, elle est très bien. Et cet enfant, finalement, qui aurait été accueilli pour de mauvaises raisons, n'en est sans doute pas plus mal de ne pas s'être incarné. J'ai eu le cas de patientes qui ne voulaient pas d'enfant et c'était réellement leur désir de ne pas vouloir d'enfant et c'était OK. Et puis j'ai eu le cas de personnes dont le désir était en réalité contaminé par la peur. Je ne veux pas d'enfant jusqu'à ce qu'elles prennent conscience qu'elles ne voulaient pas d'enfant parce qu'elles avaient détesté être un enfant. Parce qu'elles avaient été le jouet de conflits parentaux, parce qu'il y avait eu des projections familiales très négatives du style « mais toi, tu as été un accident, tu as été un coup d'un soir qui a mal tourné, etc. » Il y a parfois des paroles très violentes. Qu'est-ce qu'on a renvoyé de l'enfance? Qu'est-ce qu'on a renvoyé de la maternité? Est-ce qu'elle a vu sa mère extrêmement frustrée et malheureuse de sa vie de mère? Est-ce qu'elle a comme représentation du monde pour... ne pas pouvoir imaginer que faire un enfant soit un bonheur? Est-ce qu'il y a de l'idéologie autour d'elle? L'idéologie que c'est mauvais pour la planète? Voilà, donc il y a peut-être une porosité à certaines idéologies assez mortifères actuellement, puisqu'on présente comme progrès tout ce qui va contre la vie. L'euthanasie, l'avortement, tout ça, c'est le maximum du progrès en ce moment. Et puis la terre qu'il faut protéger, enfin, c'est n'importe quoi, Il y a des hypothèses idéologiques, il y a des hypothèses psychopathologiques, il y a des hypothèses traumatiques. Voilà, mais je crois qu'il est très important de s'autoriser à laisser bouger son désir et aussi à ne pas le laisser ne pas bouger. Mais le laisser ne pas bouger, ça n'est pas l'inscrire dans le marbre et dire je prends pour parole définitive. On dirait qu'elle veut s'agripper à une certitude et qu'elle se protège de manière défensive en passant à l'acte du risque d'un jour changer d'avis. Comme si elle avait tellement peur d'expérimenter le doute existentiel qu'elle se disait « il faut que je l'inscrive maintenant parce que je veux être sûre de ne pas avoir l'image de moi que j'ai changé d'avis ». Oui, mais c'est vrai, non, on voit ça, mais au-delà de ça, moi, encore une fois, ce qui pas qui me choque, mais qui m'interpelle, enfin qui nous interpelle tous, c'est... encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est cet acte définitif, c'est irréversible. C'est parce que c'est irréversible. Une fois on ne peut pas, d'ailleurs, je vous pose la question, cliniquement, est-ce que si on s'est fait ligaturer les trompes pour une femme, est-ce qu'on peut se faire, pardon de l'expression, je n'y connais rien, est-ce qu'on se peut faire ligaturer les trompes? Ou ça n'existe pas, c'est fini, c'est définitif? À ma connaissance et à ce jour, non. Je crois que c'est comme une vasectomie et qu'une fois que les trompes sont ligaturées... Et donc, il y a quand même quelque chose, honnêtement, Marie-Estelle Dupont. Encore une fois, c'est pas au-delà du bien et du mal et de la morale. Il y a quand même, quelque part, je trouve un instinct de mort dans cette irréversibilité, dans cette stérilisation. Moi, je sais pas ça. J'avoue, ça c'est peut-être émotionnel. Il y a quelque chose de mortifère. De toute façon, je vais vous dire,
quand on est dans le désir de maîtrise, Ouais. il y a toujours aussi une logique de destruction. Quand quelqu'un veut totalement maîtriser une relation, il la tue. Quand on veut totalement maîtriser la vie, quand on veut totalement maîtriser les émotions, on congèle, on gèle, on paralyse, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc évidemment, vous entendez, André, avec votre subtilité, toute la dimension mortifère qu'il y a derrière le besoin de s'agripper à des certitudes. Mais vous savez que moi, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai des patientes qui ont des endométrioses épouvantables. Le gynécologue leur dit, mais si vous voulez, on fait une hystérectomie, etc., parce que vous avez des fibromes, vous avez de l'endométriose, vous avez un... Et elles disent non, parce que même si je ne peux pas avoir d'enfant à cause de mes fibromes, à cause de mon endométriose, même si j'ai mal, symboliquement, je ne peux pas me dire que j'ai renoncé définitivement à ma fonction maternelle. Donc, voilà. Donc, les femmes, elles préfèrent... Alors, je les cite pas forcément en exemple, mais ça existe aussi dans le psychisme, de reconnaître, en fait, l'importance immense de cette capacité maternelle. Oui, c'est pour ça que effectivement, parce que ça a fait beaucoup de bruit cette interview. Enfin, elle n'est pas la seule. En tout cas, cette apparition. Vous soulevez le problème des médias, c'est vrai. En même temps, bon, voilà, cette personne n'a pas été forcée de venir en parler, mais quand même, au fond, au-delà du témoignage d'Artoise ou d'autres d'ailleurs. Au fond, on a l'impression, c'est ça que, sans faire de la sociologie d'école primaire, mais quand même, on est dans un environnement, bon, il y a des raisons. Enfin, on n'est pas en 40-44, on n'est pas à la peste noire, on n'est pas à tout ce qu'on a connu dans l'histoire, avec des massacres, et enfin, on pourra en énumérer pendant 1 heure. Qu'est-ce qui fait que chez les jeunes, et vous en recevez aussi beaucoup, vous en voyez beaucoup, qu'est-ce qui fait qu'il y a, en tout cas en partie, cette espèce de, allez, apocalypse now, quoi. Allez, arrêtons les frais, arrêtons les choses, ou bien, pas, je termine, ou bien c'est, écoutez, moi j'ai envie de vivre ma vie, je veux pas m'embarrasser d'un enfant, etc. Voilà, et j'ajoute, parce que c'est très intéressant, comment se transmet ma information. Vous avez vu qu'elle a dit, oui, j'ai vu qu'aux États-Unis, on était revenu sur l'avortement, ce qui est faux. Ce que la Cour suprême a dit, c'est que elle renvoie aux États américains. Et aux États américains, selon la Constitution, chaque État, alors là on peut en discuter, choisit effectivement de continuer à tout à fait l'avortement tout à fait légal, et d'autres qui combattent ou qui limitent. Et cet exemple donné par cette fille, Artoise, de l'Amérique, est-ce qu'il en dit pas long aussi? Oui, d'autant qu'à ce jour, en France, on n'en est pas là, puisque vous pouvez carrément avorter en téléconsultation, hein, je le rappelle. Ouais. Vous n'avez même plus besoin d'aller chez le gynécologue, vous pouvez avorter en téléconsultation pour vous donner une idée du niveau de glauque auquel on est arrivé. Ah, on n'a plus besoin on n'a pas besoin de consultation, oui. Vous pouvez avoir la prescription en téléconsultation avec l'ordonnance qui arrive en PDF, et puis vous allez aux toilettes éliminer votre bébé, ça ne pose aucun problème éthique. Formidable. Alors, Marie-Estelle Dupont, juste, nous avons Clotilde qui veut intervenir au téléphone. Bonjour Clotilde. Bonjour, monsieur. Bonjour, Clotilde, on vous écoute. Alors, je vous appelle parce que j'entends régulièrement votre émission, que je trouve souvent intéressante, et les animateurs et les participants aussi. Mais là, aujourd'hui, j'entends votre émission et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit, parce que que cette jeune femme ne veut pas d'enfant, c'est tout à fait son droit. L'interruption volontaire de grossesse, je suis d'accord, chacun fait ce qu'il veut de son corps, en France, je précise. Oui. Mais ceci dit, la ligature de trompe, comme le dit la jeune femme là, n'est pas forcément définitive. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans un bloc opératoire où on fait de la gynécologie, et alors on peut sectionner effectivement les trompes. Donc de ce fait, là c'est définitif. On ne peut plus avoir d'enfants. Cependant, on peut mettre, il y a une autre méthode, on peut mettre des clips. Et quand on enlève ces clips, 1 année, 2 ans ou 3 ans, suivant le désir de la personne, on enlève ces clips, on reperméabilise les trompes, et éventuellement, la femme peut à nouveau avoir des enfants.
D'accord, écoutez, c'est une information. Merci beaucoup de cette précision, je ne savais pas. Oui, nous ne savions pas, je pense. Oui, c'est intéressant de le savoir. Effectivement, c'est une information intéressante. Marie-Estelle. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on n'était pas du tout en train de dire que c'était pas bien de ne pas vouloir d'enfant. On était en train de s'interroger sur le besoin de s'interdire la possibilité que le désir évolue et d'inscrire dans le marbre. À la limite, j'ai presque envie de dire, si elle était si sûre que ça qu'elle veut pas d'enfant, oui, elle n'aurait pas besoin de faire une ligature des trompes à 23 ans. Ouais. Clotilde, vous vouliez répondre? Oui, je voulais répondre. Je veux dire que si vous voulez, je crois en France, nous sommes encore entre parenthèses un pays libre, et je pense que la femme doit pouvoir choisir, la femme et l'homme d'ailleurs, peuvent choisir. Mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. On est tous d'accord là-dessus. On s'interroge sur la dimension de ne pas avoir des enfants. Des enfants, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, absolument, voilà, c'est ça. Absolument. Donc je voulais juste mettre un petit grain de sel là dans votre émission. Votre grain de sel est le bienvenu. Alors c'est une information en tout cas qui est intéressante à voir. Oui. Mais elle a tout à fait raison, cette femme, et il serait absolument pas éthique d'ailleurs qu'un psychologue essaye d'inciter quelqu'un qui veut pas d'enfant à en vouloir ou l'inverse. On est juste en train de s'interroger sur la dimension inconsciente qui fait que moi j'étais persuadée de pas vouloir d'enfant, pour prendre mon exemple, jusqu'à ce que finalement j'ai mon fils aîné et que je change d'avis. Mais pour autant, j'avais absolument pas une envie, un désir, un questionnement, un besoin d'aller inscrire ça dans mon corps. Il y avait une contraception et je n'avais pas besoin de me précipiter pour le rendre définitif. Pour moi, je voulais pas d'enfant. Point final, j'avais pas besoin d'un passage à l'acte. Donc, on s'interroge sur ce qui fait qu'il y a un besoin en ce moment chez les jeunes de verrouiller des certitudes de manière extrêmement radicale. Alors, je vais vous répondre, André. Il y a deux raisons pour moi à cela. Il y a d'abord le climat très anxiogène, c'est-à-dire qu'ils grandissent dans une période où on ne fait que leur parler de crise. Crise économique, crise écologique, crise sanitaire, crise migratoire, crise écologique. Si tu fais un enfant, tu tues un arbre, etc., etc. Ils vont être dans des situations économiques difficiles, donc c'est pas très serein pour projeter un enfant. C'est pas pareil que les années 70 où avec un seul salaire, on pouvait en élever 4 dans de grandes tours. Donc il y a tout ça. Il y a la question quand même des rapports hommes-femmes qui en ce moment n'est pas simple. Ont de tout temps été complexes, mais alors vu que maintenant on a cassé tous les cadres, c'est encore plus difficile quelque part parce que chacun est libre et je crois que tous les êtres humains ne sont pas d'entrée de jeu mature pour assumer cette liberté qui n'est pas une absence de contrainte mais un travail psychique énorme en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'en parlais l'autre jour à propos de la guerre en Ukraine et de la guerre et de la crise sanitaire. On est dans une époque où la pensée est très manichéenne et très binaire et on observe que les jeunes ont du mal parfois à mettre des couleurs et des nuances dans leur discours et qu'il y a... que ce soit par l'évangile woke, que ce soit par le radicalisme islamiste chez certains jeunes, alors qu'avant, beaucoup de jeunes de la génération d'avant étaient musulmans sans se radicaliser, qu'il y a plus de radicalisation aujourd'hui, que ce soit dans les postures politiques, que ce soit les féministes radicales et par opposition des hommes qui reviennent vers quelque chose de très archaïque et de très dominateur. Et il y a des postures avec moins de nuances chez les jeunes et ça peut expliquer cette pensée binaire où on veut avoir des certitudes. Et c'est pour ça que cette pensée binaire, il faut vraiment la combattre. C'est les 50 nuances de gris au bon sens du terme et les 50 nuances surtout. Merci Marie-Estelle Dupont. Et voilà, écoutez, à vous auditeurs de juger, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous réagissez à cela. Merci, à bientôt. C'est une très bonne chose que la femme dispose de son corps, bien entendu. Bien sûr, absolument. On est tous d'accord là aussi. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Voilà, c'est ce que dit actuellement la maire de Paris, Anne Hidalgo, aux athlètes russes qui voudraient avoir l'outrecuidance de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Alors, évidemment, ce n'est pas la maire de Paris qui décide, c'est le Comité International Olympique. Et il faut bien dire aussi qu'il y a eu agression russe sur l'Ukraine, qu'il y a tout ce qui se passe, mais faut-il pour cela effectivement empêcher les Russes, les athlètes, les sportifs, femmes et hommes russes de participer aux Jeux Olympiques? Voici ce qu'en pense en tout cas et ce qu'affirme Anne Hidalgo.
Il y aura une délégation russe aux Jeux de Paris. Alors, c'est au CIO de décider Quel de est votre cela. souhait ? Mon souhait, c'est qu'il n'y en ait pas, évidemment. Vous savez que tant qu'il y a cette guerre, cette agression russe sur l'Ukraine, ce n'est pas envisageable de défiler comme si de rien n'était, d'avoir une délégation qui vienne à Paris défiler alors que les bombes continueraient à pleuvoir sur l'Ukraine. Alors écoutez, c'est une vraie question. Est-ce que quand un pays a agressé un autre pays, ou en tout cas quand un pays est en guerre avec notre pays et qu'on estime que c'est l'agression, il faut l'empêcher de participer aux Jeux Olympiques, qui est, je le rappelle, une manifestation mondiale. Mais alors à ce moment-là, encore une fois, Anne Hidalgo, et je crois que c'est valable pour tout le monde, alors à ce moment-là, appliquons cela à tout le monde. Pas de 2 poids et 2 mesures. Je rappelle, un exemple, que l'Arabie Saoudite, depuis 10 ans, bombarde le Yémen. 300 000 morts, hommes, femmes et enfants, au Yémen. Et puis, je pourrais citer le traitement des Ouïghours par la Chine, etc., etc., etc. Je pourrais citer toutes les guerres, il faut le dire, ce sont des guerres qui sont dans le monde. Pourquoi ? Parce que celles-ci se passent en Europe, donc les Russes sont les seuls pelés galeux d'où vient tout le mal. Moi, c'est ça qui me gêne, je le dis. Ce sont ces 2 poids et 2 mesures. Ça, vraiment, c'est pas possible. C'est très tartufié, chère Anne Hidalgo. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons parler d'un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur en France et dans le monde, la pédocriminalité. Depuis 3 ans, un collectif de citoyens, la Team Moore, traque les pédophiles donc sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ils sont à l'origine de plusieurs dizaines d'arrestations et de condamnations de ces criminels, donc à travers le monde. Neyla Moore, qui mène donc ce combat, sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous, le livre qu'elle vient de publié et bouleversant. À tout de suite. Alors bonjour à vous Neyla Moore. Bonjour Céline. Vous avez 37 ans, 3 enfants, vous êtes femme de ménage et le soir, eh bien, vous traquez les pédophiles sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous allez nous expliquer comment dans un instant sur Sud Radio. Mais avant, dites-nous pourquoi vous témoignez sous pseudo et visage masqué. Alors, je n'apparais jamais à visage découvert parce que, vu l'activité que nous faisons, nous ne plaisons pas à tout le monde. Nous avons déjà reçu des pressions et des menaces. Et pour protéger ma famille et mes enfants, je préfère apparaître masquée. Des menaces de la part de qui ? Là, ça, on ne sait pas. C'est toujours des menaces anonymes. Voilà. Alors, depuis 3 ans, effectivement, vous menez ce combat. Vous êtes en guerre contre la pédocriminalité. Quel a été le déclic ? Le déclic a été après avoir visionné plusieurs reportages, dont celui de Zandvoort, sur le réseau pédocriminel de Zandvoort, qui m'a profondément bouleversée. Celui de Carl Zero, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Qui mène un combat très intéressant, il faut le dire, avec ses magazines. Tout à fait. Et à la suite de ça, j'ai modestement, j'ai voulu agir en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyenne ? Je suis juste une simple femme de ménage, une simple mère de famille. Et j'ai voulu concrètement faire quelque chose à mon petit niveau. Et de là, on m'a renseigné auprès de Steven Moore, qui lui est basé à La Réunion et était déjà lanceur d'alerte sur la question depuis plusieurs années. Et il avait commencé à mettre en ligne un profil d'enfant virtuel. Donc il se faisait passer pour une mineure de 12 ans sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Et très vite, il a été contacté par des dizaines d'hommes dont le but était d'avoir des rapports avec cet enfant. Et du coup, il m'a appris à jouer ce rôle d'enfant sur Internet, à faire un profil, parce qu'il y a des règles, des protocoles. Et de là, on a décidé de monter un collectif, un mouvement citoyen, parce qu'il fallait qu'on soit des centaines à faire ça sur la toile. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Il faut être qui est Steven Moore Alors Steven Moore, c'est un père de famille, un citoyen lambda qui en avait marre de tout ça, de ce fléau pédocriminel, et qui a voulu lui aussi agir. Et en fait, il a utiliser la méthode anglo-saxonne parce que la traque entre guillemets aux pédophiles est très culturelle dans les pays anglo-saxons. Donc, il faut savoir qu'ils travaillent en collaboration avec les forces de l'ordre là-bas et qu'une arrestation citoyenne sur 2 est réalisée grâce à des citoyens ordinaires.
Et du coup, il a développé cette méthode à la législation française. Qui se font masquer, qui se font apparaître pour des jeunes filles ou des enfants, ou des jeunes etc. garçons, tout à fait. Alors vous, Naïla, le 3 mai 2019, vous créez donc sur Facebook votre premier faux profil. Votre APA s'appelle Lina, elle a 13 ans. Expliquez-nous comment vous fabriquez des enfants virtuels et surtout quel cadre juridique il faut respecter. Alors, auparavant, comment on fabrique un enfant virtuel? Voilà, donc on utilise soit nos propres photos d'enfants ou des photos de notre visage actuel que nous rajeunissons grâce à un filtre qui permet d'enlever 25-30 ans pour ne pas être accusé d'usurpation d'identité ou d'atteinte au droit à l'image. Donc vous prenez vos propres portraits quand vous étiez enfant? Oui, tout à fait. Ou alors vous travaillez, d'accord. Ou alors je retouche avec Photoshop mon visage actuel. Le deuxième point qui est très important, c'est dans la conversation, on ne fait pas d'incitation. C'est le prédateur qui entre en contact avec nous, c'est jamais l'inverse. La demande d'amis doit être de son propre chef. Nous, on ne va pas le chercher. Mais vous dites quoi? Vous dites je suis une jeune fille de... Qu'est-ce que vous dites dans votre message? Sur mon profil, je vais avoir ma bio qui, d'entrée, annonce que je suis mineure. Voilà, on a un âge entre 11 et 14 ans à peu près. Et voilà, donc je vais publier des trucs sur mes youtubeurs préférés ou des trucs sur les animaux, enfin vraiment quelque chose d'innocent. Et ce que n'importe quel enfant ferait sur les réseaux sociaux. Sans dire, je cherche à rencontrer... Surtout pas d'incitation. Vous créez le profil d'une proie parfaite pour un prédateur, c'est ça en quelque sorte. Il faut en fait que cet enfant paraisse vivant et réel, tout à fait. Ah oui. Alors 2 heures après la mise en ligne d'un profil, c'est incroyable parce que directement vous avez des propositions d'amis, d'hommes. Très vite, ça va très vite, ça se compte par dizaines. Oui. La plupart sont des hommes. Il y a des femmes, rarement, mais la plupart sont des hommes. Ça vous a choqué la première fois? La première fois, je m'attendais pas à recevoir autant de demandes d'amis. En fait, je m'attendais à en recevoir une, peut-être 2, mais pas par dizaines comme ça. Donc j'ai profondément été choquée. Et c'est vrai que lorsque les conversations commençaient à être à teneur sexuelle, je commençais à être un petit peu à être mal à l'aise. La première fois que j'ai reçu un pénis en érection en photo, j'étais déstabilisée clairement. Donc moi, en tant que femme, en tant que mère de famille qui reçoit ce genre de clichés, j'étais pas bien. Donc je me mets dans la tête d'une petite fille de 12 ans qui reçoit ça. Quel est l'impact psychologique qu'elle peut avoir, qu'est-ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est des conversations qui sont gravissimes. Est-ce que rapidement on vous propose des rapports sexuels ? Alors très vite, dans le sens où en fait, ces prédateurs, on les classe dans plusieurs catégories. On va avoir les pervers, donc ceux qui au bout de 3 lignes vont parler de sexualité, vont demander des photos nues de l'enfant, vont faire des propositions sexuelles. Et on a les faux anges gardiens qui, eux, vont être dans la manipulation de l'enfant. Ça va prendre des semaines, voire des mois. Mais le but est le même, d'avoir des photos, de proposer un rapport sexuel, etc., etc. Et il y a ceux aussi qui se font passer pour de véritables enfants. Donc, ils sont très dangereux. Ah oui, qui disent, nous, c'est des copains, on va être copains, etc. C'est ça, donc ils utilisent des photos d'enfants et ils se font passer pour des mineurs, ouais. Mais c'est incroyable. Et par exemple, certains, vous expliquez que certains vont même, la manipulation va très loin, ils vont jusqu'au chantage au suicide. Oui, il y a le chantage au suicide, il y a le chantage financier aussi. Enfin, il va y avoir une sorte de prostitution déguisée dans le sens où ils vont proposer des cadeaux et de l'argent en échange de photos, en échange de rapports sexuels. Le chantage au suicide, il est permanent. On le retrouve souvent. Vous voulez dire, si tu ne viens pas, si tu fais pas ce que j'ai envie, je me suicide, c'est terrible. Oui. Et pire même, les menaces de mort. Et des menaces de mort, tout à fait. Si tu fais pas ce que je te demande, je te tue toi ou je tue tes parents. Voilà, donc ça met vraiment l'enfant dans une situation qui est juste inconfortable. Il est pris de honte, de peur. Il est complètement coincé. Donc mais par exemple, quand vous refusez de leur envoyer, quand ils vous demandent une photo de votre sexe, quand ils vous demandent, par exemple, vous l'expliquez dans votre livre, qu'est-ce que tu penses de mon sexe ? Et que vous ne répondez pas, vous refusez de répondre, qu'est-ce qu'ils vous répondent à ça ? Moi, je peux pas répondre parce que si je réponds, ça peut être considéré comme de l'incitation ou de la provocation. Parce que la provocation au délit est condamnable dans ce pays, je le rappelle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on répond. En France, c'est condamnable. C'est condamnable. Ici, oui. Oui, vous n'avez pas le droit de piéger la personne en lui disant des choses, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le repousse en permanence, on repousse ses avances. Voilà, il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Oui. Non, et ce qui est terrible, effectivement, quand vous repoussez leurs avances, ils vous rassurent en vous disant « Mais t'inquiète pas, ma petite fille, tout le monde le fait à ton âge. » C'est ça. C'est terrifiant. Oui, c'est ça. Oui. Mais alors, comment s'organise la traque ?
comment vous avancez? Parce que ça prend du temps. Par exemple, vous-même, c'est votre expérience à vous. Vous restez en correspondance pendant longtemps? Le temps est long? Tout dépend des profils. Il y en a où en 15 jours, on aura assez d'éléments pour faire un signalement, et d'autres où c'est des conversations qui doivent être entretenues pendant des semaines, voire plusieurs mois. Ah oui, carrément. Voilà. C'est chronophage, c'est très long, ça demande du temps parce que du coup on est connecté comme les enfants, donc ça va être le soir après l'école, les mercredis après-midi, les week-ends, les vacances scolaires, parce qu'il faut montrer que cet enfant est vivant et qu'il est bien réel, donc rendre une crédibilité autour de ça. Donc ça demande énormément de travail. Et oui. Alors justement, 12 jours après votre première prise de contact avec un prédateur, vous le racontez dans votre livre, vous téléphonez donc à la gendarmerie de votre commune pour faire un signalement. Comment avez-vous été accueilli la première fois? Alors au départ, au téléphone, ils m'ont demandé de venir dans leurs locaux et de leur apporter les preuves de ce que j'avais. Donc moi j'étais enthousiaste, je me suis dit c'est bien, je quitte mon travail en catastrophe et je me rends donc à la gendarmerie. Et de là donc je leur présente ma clé USB et d'office on me dit on prend pas les clés USB. Ah bon? Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Tout dépend en fait des brigades, des structures, etc. Donc du coup ils me disent il faut faire un signalement sur la plateforme Pharos. Donc bête et disciplinée, je me rends sur la plateforme. Rappelons ce qu'est cette plateforme. Alors c'est une plateforme de signalement de contenu public, donc que ce soit de la violence, de la haine, l'antisémitisme, etc. Donc tous les contenus violents en ligne qui sont de public, qui peuvent être signalés sur cette plateforme qui est gérée par une poignée de personnes qu'il faut rappeler. Oui, des policiers et des gendarmes sont derrière cette plateforme. Oui, tout à fait. Et alors vous l'avez fait? Je l'ai fait. Et quand j'ai voulu donc dénoncer les deux individus en question, je reçois une réponse du serveur qui me dit ce profil a déjà été signalé plusieurs fois. Donc je dis ils sont au courant, c'est pas la première fois, il n'est pas à son premier détournement de mineur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il contacte d'autres enfants, etc. Mais moi ça me suffit pas. Et donc de là, j'appelle la cybercriminalité de Reims. Parce qu'une enquête n'a pas été ouverte après. Il y avait rien d'ouvert. Il y avait rien. Il y avait juste une réponse automatique. Et du coup, j'appelle la cybercriminalité de Reims. Je tombe sur un adjudant qui me dit envoyez-moi vos preuves par mail. Donc pas de souci, j'envoie tout par mail. Il me dit je prends l'enquête et tout. Donc pour moi c'était tout bon. Et puis une heure après, il me renvoie un mail en me disant l'identité du profil est usurpée. Il ne s'agit pas de la bonne personne, etc. Et là je lui dis mais vous plaisantez. L'individu m'a donné sa carte d'identité, je vous l'ai transmise. Donc vous savez très bien que c'est telle personne. Et je n'ai plus jamais eu de contact. Donc il a menti, ce policier. Il a menti délibérément, oui. Comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui? Pourquoi c'est mensonge? Quand j'en parle avec les autres policiers avec qui je travaille, ils m'expliquent que pour eux, c'est un ordre qu'il a reçu au-dessus, en fait. Voilà, tout à fait. Un ordre, parce qu'effectivement, vous l'expliquez dans votre livre, arrêter un pédophile n'est pas rentable. C'est ce que vous a dit un jour un policier. Tout à fait, oui. Ça veut dire qu'en quoi c'est pas rentable? Incroyable. Ça coûte cher à la société et ça rapporte rien. Ça fait des enquêtes qui sont coûteuses, qui sont longues. On le sait, on nous le répète, les condamnations elles sont minimes. Il n'y a pas de place en prison. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les met où? On en fait quoi? Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. C'est un peu ça, oui. C'est un sujet tabou. C'est un sujet qui dérange, en fait, et que c'est un problème qu'on repousse indéfiniment. C'est incroyable. Alors, concernant l'identité, vous aviez la carte d'identité du prédateur. Parce qu'en fait, ils agissent pas sous une fausse identité? Ça dépend. C'est incroyable. Ça dépend. Et en fait, il voulait tellement me mettre en confiance que pour me rassurer, il m'avait donné sa carte d'identité. C'est incroyable. Quel est le pire prédateur auquel vous avez eu affaire jusqu'à présent? Alors, le pire prédateur, c'était une jeune femme de mon équipe qui agit sous le pseudonyme de Liana, qui est une femme juste exceptionnelle, qui a permis l'arrestation de dizaines de pédocriminels. C'était le dossier donc du pédocriminel de l'Orne, un prédateur sexuel de 35 ans sur Alençon, qui était juste ignoble, manipulateur. Il envoyait des photos de son sexe, il se masturbait. Il est allé très très loin dans ses propos, jusqu'à envoyer des choses qui sont juste innommables. Et le problème, c'est que le procureur était très réticent, n'a pas voulu ouvrir d'enquête au départ. Il a fallu que je fasse un deuxième signalement auprès de ma gendarmerie. Enfin, il a fallu se battre, en fait. Et il a eu une condamnation ridicule. Donc voilà, j'étais vraiment en colère contre ce dossier. De quel ordre, cette condamnation?
une punition pécuniaire. Il a été condamné à 10 000 €. Juste, dites-moi, ceux à qui vous avez parlé, est-ce qu'il y a quand même un moment, ils se défient pas, ils se méfient pas? Qu'est-ce qu'ils exigent de vous pour dire, à part, pour dire, est-ce que je ne suis pas, parce qu'ils doivent se dire que on cherche à les piéger? Ou pas, ou ce n'est pas. Non. La plupart du temps, ils y pensent même pas. Non, je pense qu'ils sont dans leur perversion. Ils veulent à tout prix des photos. Ils veulent un contact. Ils veulent avoir cet enfant. Ouais, clairement, clairement. Et aussi dans la toute-puissance pour certains. Ah oui, Internet, ça leur donne une porte d'entrée et un effet de surpuissance et de domination. Tout à fait. Est-ce qu'il vous est arrivé de traquer une personnalité sur les réseaux? Oui, une personne qui est connue du showbiz, que nous avons signalée en février 2021, donc ça fait 2 ans. J'ai reçu un mail de la police le 4 février me confirmant qu'une enquête était bien ouverte. J'ai relancé 2 fois du coup l'ancien procureur et la nouvelle procureure de Paris, parce qu'il y a eu un changement, pour signifier que cet individu continue malgré tout ça, à converser avec nos faux enfants virtuels, donc c'est plusieurs enfants, et qu'à ce jour, il n'a toujours pas été inquiété. Incroyable. Et comment vous êtes remonté à lui? Il agit sous sa véritable identité? Oui, ça a été, pour nous, ça a été facile, ça a été un bonus, oui. Quand vous piégez certains qui ne sont pas sous leur véritable identité, comment vous remontez la filière? Je fais un signalement auprès de la brigade de gendarmerie dont je dépends, qui travaille avec nous depuis presque 2 ans maintenant, qui demande au procureur dont je dépends aussi, et il ouvre une enquête à chaque fois maintenant. Donc du coup, comme ça, ils font les recherches d'IP et ils remontent plus facilement. Juste un mot, est-ce qu'il y a des profils, est-ce que les profils se ressemblent? Est-ce qu'il y a, quels sont les dénominateurs communs des gens que vous... Hélas, en fait, il n'y a pas de profil. Vous avez des pères de famille, vous avez des grands-pères, vous avez des professeurs, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des jeunes, vous avez des gens au chômage, ça touche toute classe sociale, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de frontières. Ça touche toutes les couches de la société. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre cousin. C'est terrible. En tout cas, ce jour, vous et la team Moore, Nayla, vous avez transmis plus de 120 dossiers à la justice. Vous êtes à l'origine de plusieurs dizaines d'arrestations et de condamnations de pédocriminels à travers le monde. Comment avez-vous réussi à les faire tomber? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio. Chaque année en France, 13 000 filles et 35 000 garçons sont victimes de viols et de violences sexuelles. Et la pédocriminalité ne cesse malheureusement d'augmenter, notamment sur les réseaux sociaux. Nous en parlons avec une jeune femme extraordinaire, Nayla Moore. Elle traque les pédophiles sur les réseaux, notamment sur Facebook, et elle a réussi à en faire tomber plus d'un. Alors comment y êtes-vous parvenu, vous et toute la team Moore, Nayla? Alors, c'est un travail de longue haleine. Donc, tout d'abord, on va avoir ce que nous, on appelle les intercepteurs au sein de notre équipe. C'est ceux qui vont se faire passer pour un enfant, donc jouer le rôle de l'enfant virtuel. Vous êtes combien? On est une 50aine au total. C'est un nombre qu'on ne veut pas dépasser. On pourrait être 1 millier si on le voulait, mais on peut pas gérer tout le monde, et ce n'est pas le but. Donc, les intercepteurs... Voilà, qui sont les enfants, et on a les enquêteurs qui, eux, vont fouiller la vie du prédateur sexuel, faire le montage du dossier pour l'envoyer ensuite aux autorités. Donc un travail de longue haleine. J'en profite d'être sur l'antenne pour leur adresser mes hommages et mes remerciements, parce que je travaille avec des femmes et des hommes extraordinaires, vraiment, qui font un travail juste exceptionnel. Et une fois que nous avons suffisamment d'éléments pour dénoncer le prédateur sexuel, on envoie un signalement au procureur dont dépend l'auteur des faits. D'accord. Voilà. Et ensuite est pris en charge. Alors il n'y a pas que le virtuel, effectivement, vous allez sur le terrain. Il vous est arrivé donc d'accepter un rendez-vous et de vous déguiser notamment en jeune fille. Comment y êtes-vous parvenue? En fait, on a voulu montrer que justement, ça ne s'arrête pas au virtuel, et que là, on a un individu qui va se déplacer, qu'il a donné un rendez-vous à l'enfant dans le but d'avoir des rapports. 1 heure auparavant, il avait demandé à cet enfant d'aller acheter des préservatifs. Donc, il avait bien stipulé qu'il ferait sa première fois avec elle. Et donc, il a demandé à l'enfant d'acheter des préservatifs. Oui. Voilà. Et du coup, je me suis déguisée avec les vêtements de ma fille à l'époque, et je me suis rendue au rendez-vous. Et voilà, on a voulu montrer que ça va très loin, que c'est pas juste des échanges sur Internet. Mais comment s'est passé ce rendez-vous alors? Alors,
Donc j'étais quand même pas très à l'aise, j'étais un petit peu stressée, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et puis lorsqu'il est venu, il a tenté de m'embrasser. Je l'ai repoussé évidemment et je lui ai fait comprendre qui j'étais, ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il commençait à être un petit peu dépité. Il est tombé des nues. Qu'est-ce qu'il vous disait ? Sur le moment, il commençait à me dire que c'était son profil qui avait été piraté, donc que c'était pas lui. Donc ça, c'est une excuse qu'on nous sort à chaque fois. Et puis ensuite, il a osé me dire qu'il comprenait mon action parce qu'il faisait la même chose lui aussi. Oui, en clandestinité, bien sûr. Évidemment, donc c'est un pédophile anti-pédophile, beaucoup se cachent derrière ça. Et donc ensuite, on avait transmis le dossier, parce que vu qu'à l'époque, ça coinçait avec les autorités, à nous traiter d'hors la loi, etc. On avait envoyé le dossier à Innocence en danger, qui l'ont ensuite envoyé au procureur de Bordeaux, qui ont ouvert une enquête, qui l'ont arrêté, qui l'ont mis ensuite en examen. Mais vous, alors, sur place, comment vous vous êtes sorti de cette affaire après cette rencontre? Il s'est passé quoi? Est-ce que vous l'aviez filmé en cachette on ne le fait pas ça. Nous, on filme pas. Il faut savoir que tous ces rendez-vous ont été filmés par la presse locale ou par certaines émissions vous avez télé. averti la presse locale. Il y avait la presse, c'était lors de l'émission d'Envoyé spécial, qui était en immersion au sein de notre groupe. D'accord. Voilà, nous, on ne filme pas et on ne diffuse pas les vidéos. Les caméramans vous ont suivi, les journalistes, etc., vous ont suivi. Tout à fait. D'accord. Mais avant d'aller à la rencontre donc d'un prédateur, vous alertez toujours les autorités? Aujourd'hui, oui. Avant, non? Avant, on a voulu montrer l'ampleur du phénomène et on faisait ce qu'on appelle des dénonciations par voie de presse. C'était pour forcer la justice à se saisir du dossier. Parce que les autorités à l'époque étaient silencieuses, elles ne nous écoutaient pas. Et la police, quand vous faisiez un signalement en leur disant voilà, on va aller rencontrer sur le terrain un prédateur, est-ce qu'ils vous suivaient? Est-ce qu'ils étaient là? Non. Non, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, effectivement, ils viennent sur certains signalements. Aujourd'hui, on fait très peu de rendez-vous parce que on a gagné en crédibilité. Et aujourd'hui, quand un magistrat reçoit sur son bureau un dossier de la Timur et sait que c'est sérieux et il diligente une enquête, on a fait un rendez-vous, ça va faire 2 ans maintenant le dernier, où là effectivement les autorités avaient les signalements, j'en avais fait 4, et au bout du 4e, sachant qu'il n'avait pas été arrêté, nous sommes allés au rendez-vous pour montrer que là ça va loin, qu'il y avait quand même 2 rendez-vous qui avaient été pris. Et encore une fois, la police avait refusé de se déplacer, et il y avait les caméras de zone interdite qui étaient sur place, donc là ils sont venus. Ah oui. Alors votre 69e arrestation grâce à la Team Moore a eu lieu donc le 23 août dernier. Ce fut un dossier long, fastidieux, et c'était un homme très dangereux. Comment vous avez réussi à le démasquer, celui-ci? Là, c'était grâce aux gendarmes avec qui on travaillait. Donc il y avait vraiment une collaboration parfaite entre notre équipe et les forces de l'ordre, parce que c'était un individu, c'était un véritable chasseur. Il se cachait en permanence, il changeait son nom, il changeait son numéro de téléphone tout le temps, et même les autorités avaient du mal à le retrouver, et du coup ils ont demandé à la cybercriminalité de Lyon de s'associer à nous. Donc ils sont venus me voir, on a parlé ensemble et on échangeait toutes nos infos. Donc nous on avait ça, eux ils avaient ça, et on a réussi. Ça a été un travail commun. Donc en fait c'est ce qu'on demande depuis des années, c'est cette collaboration, qu'elle soit officielle et plus dans l'ombre, parce que on montre en fait que les citoyens et les forces de l'ordre ensemble. Et maintenant c'est le cas. En fait, c'est juste un mot, ce n'est pas le même domaine, bien sûr, mais on a l'impression qu'il y a eu parallèlement, il y a une beaucoup plus grande conscience des autorités, qu'elles soient administratives ou policières, des violences faites aux femmes, qui pendant très longtemps étaient niées ou en tout cas sous-évaluées. Et là, dans votre cas aussi de la pédophilie, on a l'impression que, en tout cas, il y a déjà une prise de conscience quand même. Alors, dans la pédocriminalité en général, oui, on le voit avec le MeToo inceste, etc. On voit qu'il y a une libération de la parole. Donc c'est bien. Aujourd'hui, on en parle, c'est bien. Mais nous, ce qu'on demande maintenant, c'est des actes. Arrêter des réunions autour d'une table. Maintenant, on veut des peines, des condamnations. Des actes du gouvernement. Oui, effectivement, parce qu'il faut préciser en fait que depuis 3 ans et demi, en fait, la Team Moore se bat pour que le gouvernement français, collabore officiellement avec eux. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Alors, expliquez, qu'est-ce que vous attendez exactement, concrètement? Nous, on attend plusieurs choses. C'est que la première, c'est que cette collaboration qui existe dans l'ombre, elle soit officielle, qu'on nous donne un statut, quelque chose pour faciliter le travail d'enquête. Parce que vous n'avez
aucun statut là aujourd'hui. On n'a rien du tout. Vous êtes un collectif. Un collectif tout court, tout simple, sans subvention, sans moyens, sans rien du tout. Mais avec de la volonté et de la détermination. Et alors vous voulez quoi? Que ce soit officialisé? Comment? On voudrait quelque chose d'officiel, mais tout à fait. Concrètement, je ne sais pas s'ils peuvent faire un article de loi ou quelque chose qui nous... Ah oui, que ça peut aller sur un article de loi. Voilà, qui nous permettrait de travailler sans restriction et ça faciliterait les enquêtes et ça irait surtout plus vite. Et même le gendarme avec qui on travaille, même lui aussi demande qu'il y ait quelque chose pour que ça aille plus vite parce que lui, il se retrouve avec tous nos dossiers et ça lui donne une quantité de travail qui devient ingérable. Donc il faut que là-haut, il trouve une solution. Et quand on veut trouver une solution, on la trouve. Mais en 2019, Stephen Moore avait interpellé Emmanuel Macron. C'était à La Réunion. À l'époque, quelle réponse avait-il eu du gouvernement? Alors, Monsieur le Président s'est engagé sur la question publiquement. Il avait dit qu'il avait besoin de lanceurs d'alerte tels que nous, qu'il fallait continuer à protéger nos enfants et qu'il fallait changer la loi et mettre la responsabilité sur les plateformes. Que les plateformes aujourd'hui sont censées être responsables des contenus qu'elles diffusent. Les plateformes censurent un certain nombre d'appels déjà, qui censurent et qui suppriment tous les contenus pédopornographiques qu'on peut trouver sur n'importe quel réseau social. Et nous, ça fait quand même des années maintenant qu'on démontre que l'algorithme de Facebook notamment, met en lien des mineurs et des majeurs. J'ai encore assisté hier à un procès. Quand la juge a demandé au prévenu « Comment êtes-vous rentré en contact avec Camille ?», le prévenu a répondu « J'ai reçu une suggestion d'amis Facebook ». Donc ça, il faut que Facebook s'exprime dessus, il faut qu'il s'explique, parce que c'est quelque chose qui ressort dans chaque procès, et on le voit. Moi-même, quand je crée des profils d'enfants, on me propose des adultes. Juste une incidence là-dessus, quand même. Et là, ça sort, vous savez que le Congrès, actuellement, interroge l'ancienne direction de Twitter, parce que les Twitter fans fort. Et ce qui est extraordinaire, et ça rejoint, c'est qu'ils disaient ils avaient censuré toutes les plateformes sur Hunter Biden, le fils de Biden et l'administration Biden, alors que tous les réseaux pédopornographiques étaient sur Twitter. Ils ne les avaient jamais, je parle de l'ancienne direction, ils ne les avaient jamais censurés ni interdits. Oui, parce que là, Monsieur Musk avait dit, quand il a repris les rênes, qu'il allait nettoyer Twitter. Bon, là, il y a encore du ménage à faire, mais bon. Il a avancé quand même. C'est une parole qu'il a pris, tout à fait. Et oui, vous, dans votre livre, vous posez la question Facebook, réseau social ou réseau criminel. Oui. Eh oui. Est-ce que vous avez tenté de joindre les décideurs en France? Il y avait une réunion prévue avec le média Combini et le responsable de Facebook France en novembre 2019. Il y avait une réunion téléphonique de prévue et on les a attendus, ils nous ont jamais appelés. Et depuis, silence radio? Silence radio, rien. Et pour vous, vous pensez qu'ils savent qu'il y a des profils de pédocriminels bien sûr quand même sur le réseau? Bien sûr qu'ils le savent. Ils laissent proliférer des contenus pédocriminels avec des commentaires pédophiles publics. Donc bien sûr qu'ils le savent. Et nous, on le martèle dans les médias depuis des années. On n'a jamais été attaqué pour diffamation. Et oui. Alors vous, effectivement, vous vous en prenez principalement à Facebook, mais les autres réseaux sociaux, c'est pareil. Ils sont aussi dangereux. C'est pareil. Il faut comprendre que les prédateurs sexuels dans le numérique, ils sont partout. Donc ils sont à la fois sur les réseaux sociaux, ils sont sur les gens en ligne. Ils sont là, en fait, du moment que vous avez un moyen de chat, ils vont être là. Bien sûr. Voilà. C'est l'offre et la demande. Tout à fait. Mais il y a une chose qui me frappe par rapport aux réseaux sociaux, on le sait, il y a le meilleur et le pire dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses formidables dans les réseaux sociaux, et puis il y a ce darknet au sens véritable du terme, qui est un peu l'enfer. Mais est-ce que la presse, et ça fait 4 ans maintenant ou presque, est-ce que la presse s'intéresse, à votre avis, assez ou pas assez? Enfin, la presse, les médias, je parle hors réseaux sociaux. Est-ce que, à votre avis, ils font assez, ils font pas assez? Comment vous le sentez, ça? La presse, elle s'y intéresse. Moi, je trouve que depuis ces dernières années, on en parle plus librement et la presse fait pas mal de reportages liés à cela. Maintenant, il faut que ce soit les politiques qui se saisissent de la question. Il faut que ce soit les magistrats aussi, quand ils donnent une condamnation. Alors, ils en font des condamnations, les magistrats, assez ou pas? Dans votre expérience de 3 ans et demi d'expérience, est-ce qu'il y a eu assez de condamnations? Enfin, assez.
elles sont ridicules. Après, la peine prévue par la loi, elle est de 2 ans de prison. Et au maximum ? Au maximum. Et 5 ans si les échanges sont suivis d'une rencontre physique. Et pour de la corruption de mineurs aggravée, la peine peut aller jusqu'à 10 ans. Nous avons permis la condamnation de plusieurs individus à 2 ans de prison ferme. Mais pour beaucoup, c'est malheureusement, ça va être 18 mois, 20 mois avec sursis. Encore hier, le procès auquel j'étais... Aménagement des peines. Voilà. Ouais. Mais à un moment donné, c'est stop. On arrête de leur mettre du sursis, qu'ils soient véritablement punis pour leur délit. Parce que si aujourd'hui en France, on peut se masturber devant un enfant de 12 ans, lui montrer des photos de son pénis, l'harceler pour avoir des photos nues, si ça, c'est pas punissable, c'est qu'on a un gros problème dans notre pays. Et pour le moment, ça, c'est pas punissable. Si. 2 ans de prison ferme. Oui, mais les peines, elles sont rarement appliquées. Et oui. Ça. Donc il y a une responsabilité des magistrats. Donc il faut changer les lois maintenant. Il faut que les peines elles soient durcies. Et oui, il faut faire évoluer les lois. Il faut revoir aussi le délai de prescription. Il faut une meilleure prise en charge des victimes. André Berkoff, on va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Juste Céline, oui. Je voudrais dire quelque chose de ce point de vue-là, parce que il y a eu ça et ça a été très bien et très important vu les scandales qu'il y a eu de dénoncer la pédophilie dans l'Église et en Angleterre et partout. Mais il y a des gens qui ont beau jeu de dénoncer ça et pas dénoncer le reste. Et il faut aussi en parler, c'est-à-dire dans d'autres couches de la société, etc. La pédocriminalité, elle est partout. Elle n'est pas que dans l'Église, elle est partout. Il faut le rappeler. Bien sûr. C'est clair. Neil Amour, alors combien de familles de victimes vous contactent en moyenne par semaine ? Je dirais une bonne dizaine par semaine. On est contacté par des familles dont leurs enfants ont été victimes de grooming ou de pédopiégeage. Grooming, c'est quoi ? Expliquez. Alors le grooming, c'est lorsqu'un adulte va manipuler un enfant dans le but d'avoir des photos nues ou des rapports sexuels. Voilà. Ça s'appelle grooming. Ça. Avec des menaces, etc. C'est un terme anglais qui veut dire pédopiégeage en fait. Voilà. Et beaucoup d'enfants, du coup, sont victimes. Et il faut comprendre que les conséquences sont dramatiques. Il n'y a pas longtemps encore, une maman nous a contactés car elle a trouvé une lettre de suicide de sa fille de 13 ans qui était victime d'un prédateur qui la menaçait pour avoir des photos d'elle nue et qu'elle a refusé évidemment. Donc elle était menacée d'être assassinée, etc. Donc, faut comprendre que ça va très loin. Il y en a qui sont en échec scolaire, d'autres refusent de s'alimenter. Il y en a qui vont aussi jusqu'au suicide. Et il faut aussi savoir que certains enfants pris au piège ou pensent vraiment parler avec un enfant de leur âge vont à des rendez-vous et certains se retrouvent violés, voire en réunion. Donc c'est des phénomènes qui sont qui existent en tout cas. C'est réel. Quel conseil donner aux parents ? Il faut que les parents instaurent un dialogue avec son enfant. Je dirais pas de le priver, parce que plus on prive, plus l'enfant le fera. Donc il faut que l'enfant mette son compte en privé, qu'il apprenne qu'il ne faut pas parler avec des inconnus, que Internet c'est comme dans la rue, qu'il faut avoir les codes pour utiliser. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui en tant que maman, on n'a pas assez d'outils, on n'est pas assez informé de ça pour lutter contre ça et pour faire de la prévention. Il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place. Donc il faut à la fois faire de la prévention auprès des parents et auprès des enfants, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement mettre en place ? Alors, il faut qu'il y ait des vraies préventions à l'école. Donc, je sais que c'est pas le rôle des instituteurs, c'est pas leur travail, c'est pas eux de le faire. Il pourrait y avoir des psychologues qui viennent à l'école. Il devrait y avoir des associations, mais qui aillent plus loin dans les dangers de l'Internet, parce que dans les préventions des dangers, on va pas trop parler de pédocriminalité sur le numérique. C'est quelque chose qui fait peur, et je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder sans tabou. Oui, absolument. Et oui. Alors, dans votre combat, est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui vous soutiennent ? Alors, on a le soutien de la députée Madame Maud Petit, que je salue aujourd'hui, que je remercie, que j'ai contactée en mars 2021, que j'ai rencontrée, et elle nous a... Elle a parlé de nous à l'Assemblée nationale en juin 2021 sous forme de questions à l'Assemblée face au garde des Sceaux.
Éric Dupond-Moretti, voilà, qui était chagriné de notre activisme, de nos méthodes. Chagriné. Ce sont ces mots. Voilà. Pourquoi il trouvait que c'était Parce que pour lui, il y avait des risques de dérive, vous comprenez. Oui, donc bien sûr. voilà, donc il y avait toujours des mots. Ces bons pédophiles qui devraient être évidemment à la présomption d'innocence, bien sûr. Voilà, on en revient à ça. Tous des innocents d'ailleurs. Donc sur 4 minutes de discours, le ministre de la Justice n'a jamais prononcé le mot enfant ni le mot victime. Aucune parole pour la victime. Voilà. C'est incroyable. Le 10 novembre dernier, alors Emmanuel Macron a annoncé la création d'un laboratoire international pour la protection de l'enfance en ligne. L'espace numérique ne peut pas être un lieu de non-droit, a-t-il déclaré. Avez-vous, même s'il n'y a pas encore aujourd'hui de collaboration officielle avec la Team Moore, avez-vous quand même eu le sentiment d'avoir été un peu entendu par le gouvernement ? Alors oui, il faut comprendre que ça fait des années que nous sommes médiatisés maintenant, que la pression qu'on a mis au gouvernement on pense, enfin quelque part, a permis de gonfler le nombre des cyber gendarmes à plus de 400%, même si c'est pas suffisant. Après, on aurait aimé être conviés à cette réunion justement pour qu'on leur montre en fait la réalité des faits. Et oui, parce qu'effectivement, il a convié des organisations non gouvernementales et des représentants effectivement des grandes plateformes. Vous le regrettez, j'imagine. Aujourd'hui, effectivement, vous auriez pu participer aux activités de ce laboratoire. Qu'auriez-vous envie de dire au gouvernement pour qu'il vous convie à ce laboratoire ? Moi, je leur ai juste montré quelques échanges, en fait, pour leur montrer, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe sur Internet quand un majeur entre en contact avec un enfant. Donc après, c'est... Mais il y a une chose que je comprends pas quand même. Et pourquoi il y a quand même beaucoup d'associations qui travaillent sur l'enfance et sur l'adolescence. Pourquoi il n'y a pas regroupement, en tout cas tentative de regroupement ? Vous travaillez tous. Alors vous êtes plus effectivement et très excellemment spécialisé dans la pédocriminalité, mais pourquoi il n'y a pas synergie ? Il y a quand même, en France, il y a quand même beaucoup d'associations, je ne juge pas de leur efficacité ou pas, mais enfin, qui travaillent sur l'enfance, qui travaillent sur la protection de l'enfance, etc. Vous n'avez pas voulu, enfin, il n'y a pas eu de tentative de rencontres, d'échanges Disons qu'on préfère justement rester autonome pour pas être associé à tel ou tel, parce que... nous, ça nous permet de faire notre petit bonhomme de chemin et de pas avoir d'embûches. Aujourd'hui, être associé à, enfin, je trouve que c'est compliqué de devoir travailler avec. Oui, mais vous savez très bien, quelque part, enfin, encore une fois, l'union fait la force. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, et je crois que c'est vrai, enfin, pas avec tout le monde. Je dis simplement que si vous voulez avoir plus d'efficacité et peser, c'est quand même bien d'être pas seul. Enfin, je crois, je peux me tromper, mais... Je pense aussi, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné aussi. Et oui, est-ce la raison pour laquelle vous refusez effectivement toute aide financière ? Tout à fait, on refuse toute subvention parce qu'on veut montrer qu'avec aucun moyen, on arrive à faire bouger les lignes. Et ça, c'est très important. Quand vous refusez les dons aussi ? On en a très peu. Hein. Non, mais vous pourriez avoir, si vous faisiez une campagne de dons. Tout à fait. Non, mais est-ce que vous, par exemple, si on en sait, parce que j'allais vous dire comment vous contacter, parce qu'il y a des auditeurs qui vous ont écouté, le Sud Radio, qui ont envie peut-être d'aller plus loin avec vous, enfin voilà. Est-ce que, d'abord, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Principalement sur Facebook. Sur Facebook. Sur quoi, le Team Moore ? Sur la Team Moore, tout à fait. Ça s'appelle la Team Moore. La Team Moore, effectivement. Team Moore, T-E-A-M-M-O-O-R-E. Exactement. Non, mais pour être concret. Mais par exemple, si il y avait des gens qui ont envie de vous aider par des dons, voilà, des personnes, hein, pas peut-être une institution, vous refuseriez ces dons ou pas ? Non, bien sûr que non, parce que c'est vrai que moi, tous les déplacements que je fais pour les procès, ça permet, puisque tous les frais liés sont sur nos fonds personnels. Après, si aujourd'hui on me dit comment vous aider, achetez le livre, parlez-en autour de vous, parce que ce livre, c'est aussi de la prévention, c'est aussi un guide. Donc ces voilà. droits vont aller au collectif ? Non. Non, c'est vous, ça. En toute honnêteté, c'est presque 3 ans de travail. J'ai passé 3 ans à écrire ce livre. Je fais du bénévolat depuis presque 4 ans au sein de la Team Moore. Donc, c'est un travail qui m'a coûté beaucoup. Donc, vous savez très bien qu'on ne gagne pas des milliers des cents avec un livre. C'est clair. En tout cas, c'est très, très, très bien. Est-ce que vous recrutez des bénévoles actuellement au sein de la Team Moore ? Comment ça se passe si on veut vous aider ? Ça se passe 1 fois par an environ. On rentre pas chez nous comme dans un moulin.
c'est très strict et la liste d'attente est très longue parce qu'on a des centaines et des centaines de candidats et que les places sont limitées. Donc oui, c'est possible. Ah oui. En tout cas, il faut signaler que c'est quand même une activité très dangereuse aux États-Unis et en Angleterre. Des traqueurs de pédophiles comme vous, qui exercent donc bénévolement, comme la Team Moore, se sont fait tirer dessus, poignarder ou renverser par une voiture. Avez-vous peur parfois, Neyla? Alors, quand je vais au rendez-vous, je suis pas toute seule. J'ai toujours des gardes du corps avec moi, donc évidemment que je suis pas très très sereine parce que je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si l'individu va venir armé. Je sais pas ce qu'il a prévu de faire avec cet enfant. Donc oui, il faut faire attention. Mais encore une fois, c'est une activité qui est rarissime, hein. C'est juste 2-3% de nos dossiers, donc voilà. Non mais justement, en dehors même des rencontres, est-ce que par exemple vous, Pan et l'amour, la collective, etc., vous avez de temps en temps, vous avez parlé au début de l'émission, il y a des menaces, etc., sous quelle forme? C'est sous forme de messages, voilà. On va nous envoyer des mails. Des messages anonymes en disant, ah oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. En vous insultant ou en vous menaçant. En disant que, il y a une phrase que j'ai réécrite dans le livre qui était très pertinente, qui nous disait, vous savez, vous aimez la traque, nous aussi. Vous savez, des chasseurs de pédophiles, ça existe aussi. Voilà, c'est plein de genres de petites menaces comme ça. Puis il faut comprendre que, autant on est anonyme aux yeux du grand public, mais nos identités apparaissent dans tous les dossiers, donc dans toutes les procédures. Donc les pédocriminels qu'on dénonce savent qui est ils n'ont derrière. qu'à aller aux tribunaux et au registre de justice et ils savent qui vous êtes. Tout à fait. Et oui, Neyla, vous sacrifiez en quelque sorte votre vie privée pour ce combat, mais quel courage en tout cas. Est-ce que vos proches comprennent votre combat? Au début, non. Au début, pas du tout. Et puis, ils étaient dans la négative, dans le sens où ils disaient tu n'y arriveras jamais, tu n'arriveras jamais à faire condamner quelqu'un, tu perds ton temps, c'est ridicule. Bref. Et aujourd'hui, c'est un autre son de cloche. C'est je suis fière de toi, bravo. Ça reste hypocrite à mon sens, mais voilà. Et on est tous fiers de vous et de votre mouvement, c'est vrai. Il faut le faire, il faut avoir le courage de le faire, il faut avoir la lucidité de le faire. Mais je crois vraiment que si vous voulez obtenir, ce que vous dites du point de vue de la loi, du point de vue de tout ça, c'est vrai que plus il y aura de pression, vous le savez très bien. Mais on sait faire ça et on va continuer à mettre la pression. Courage à vous, Neyla Moore, on vous soutient ici sur Sud Radio. Merci en tout cas d'être venu témoigner aujourd'hui dans notre émission. Merci pour le combat vraiment que vous menez pour protéger tous nos enfants, il faut le rappeler. Et le livre. Effectivement, et le livre, chers auditeurs, si vous voulez aider la Team Moore, vous l'aurez compris, je le rappelle, ce collectif de bénévoles agissent à leurs frais pour traquer les pédocriminels. Alors achetez le livre, les prédateurs sont dans la poche de vos enfants, paru aux éditions Télémac. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaye.